En tout cas, c'est un événement. Toute prise de parole de Vladimir Poutine est un événement, donc on va l'écouter et on va essayer de savoir ce qu'il faut en retenir. Jade, vous nous rejoignez. Vous avez alors 2 heures d'interview, plus de 2 heures. Vous avez écouté les meilleurs extraits et c'est un Poutine, bon, on peut dire rassurant, qui vous est apparu? Ah oui, plutôt. En tout cas, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Je vais d'abord analyser la forme, si vous voulez bien. On le voit, il y a une petite table qui sépare les 2 hommes, donc il y a une grande proximité déjà. L'interview a duré, effectivement, vous le disiez, un peu plus de 2 heures, et le ton était extrêmement décontracté. Vous allez très vite comprendre. Première question de Tucker Carlson. La Russie, quand elle a envahi l'Ukraine en février 2022, est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle soupçonnait une attaque surprise des États-Unis? Réponse du président. Nous sommes dans un talk show ou en train d'avoir une conversation sérieuse? Voilà la punchline. Merci. Merci pour la punchline. Merci pour la punchline excellente. Ce à quoi il ajoute, si vous le permettez, je vais vous donner une très courte leçon d'histoire en quelques minutes. Sous-entendu, vous semblez oublier un petit peu vos bases. Donc entre le rire excessif très clairement du journaliste et la condescendance du président, le ton est dès les premières minutes donné. Les choses à retenir sur le fond maintenant. La Russie est invincible, l'Europe, si elle ne fait pas trop de vagues, elle ne risque rien, et Trump ne changera rien. Vladimir Poutine, effectivement, exclut sans surprise dès le début toute défaite de son pays et demande à l'Occident d'ouvrir enfin les yeux pour entamer enfin des discussions. Écoutez. Jusqu'à présent, on a fait du bruit et on a crié qu'il fallait infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, il semble se rendre compte qu'il est difficile d'y parvenir, si tant est que cela soit possible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela ne se produira jamais. Il me semble que ceux qui sont au pouvoir en Occident s'en sont également rendus compte. Si c'est le cas, si la prise de conscience a eu lieu, ils doivent réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Alors la guerre serait terminée en quelques semaines, dit-il, si seulement l'Occident arrêtait de fournir des armes. Comprenez, ne fournissez plus d'armes et entamons enfin des discussions sérieuses. La question d'une invasion de l'Europe a également été posée suite à des allusions du président. Réponse, si l'Europe ne bouge pas, eh bien Vladimir Poutine la laissera tranquille. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne? Dans un seul cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il ne s'agit que de menaces. Alors il rappelle malgré tout que l'Europe, via l'OTAN et donc plus largement l'Occident, n'a pas forcément respecté ses engagements en se rapprochant toujours plus de la Russie par l'Est. Et c'est l'une des raisons, dit-il, qui ont conduit justement à ce délitement des relations entre les deux blocs, et ce, en dépit de toute incarnation politique. Vladimir Poutine le dit, un nouveau président n'arrangera rien. Trump ou Biden, même combat, les relations entre les deux pays ne changeront absolument pas. En somme, pour ceux qui s'attendaient à un Poutine brandissant une nouvelle fois la menace nucléaire ou en tout cas adoptant un ton très vindicatif, eh bien forcément, ils ont dû être un petit peu déçus. Merci beaucoup, Jade. Alors, déception, sans doute pour ceux qui attendaient effectivement des déclarations fracassantes pour des raisons diverses. Est-ce que vous êtes aussi surpris par cette apparence d'apaisement qu'affiche Poutine, général? Non, je pense que c'est exactement le contre-message à annoncer par rapport à tous les messages en particulier qui sont faits maintenant en disant attention, les Allemands, la Russie va attaquer ensuite l'Europe, etc., etc. Donc lui, il a intérêt à dire justement qu'il n'est pas belliqueux. Vous comprenez, l'Ukraine n'a jamais été l'Ukraine. C'est les mêmes discours qu'on a entendus depuis 2 ans et demi. Donc moi, je n'ai fait que ce que j'avais à faire pour le peuple russe et je n'en veux absolument pas à aucun des autres pays. Restez dans votre coin, tout va bien. Au passage, c'est aussi un message, les Européens, ne vous engagez pas trop au sein de l'Ukraine parce que là, ça pourrait être dangereux. Mais il ne le dit pas, il l'a parfois formulé dans des diatribes depuis le 22 février 2022, il a parfois formulé cette menace de façon claire, en brandissant, on en a parlé souvent ensemble, par exemple la menace nucléaire. Il s'en garde bien cette fois. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause du momentum, comme on dit, il est à un moment où il n'en a plus besoin, par exemple? Non, mais c'est le moment où il faut neutraliser tout ce qui est dit à l'Ouest. Mais pardonnez-moi,
on confond souvent ce que dit le président Poutine et ce que dit Medvedev, Lavrov, etc. La menace nucléaire, Poutine ne l'a jamais proférée, lui-même, jamais. Une fois, il a fait une allusion. Il avait fait une allusion tout à fait au début de la guerre en disant on passe au niveau 2 sur niveau 4. Donc c'est pas vraiment un danger. Quand on est en guerre, c'est la moindre des choses à faire. Donc je pense que là, dans le moment dans lequel nous sommes... davantage qu'il ne le disait, c'est ça que vous dites. Pardon ? Il le faisait dire... Oui, il le faisait en son dire. nom, bien sûr, davantage qu'il ne le disait mais lui-même. parce que tout de suite on rebondissait là-dessus. Mais lui-même non, et lui-même il veut assurer tout le monde de sa puissance, de sa sûreté et du fait que en fait tous les problèmes ça vient pas de lui, ça vient de l'Ouest et pas de lui. Et donc ça c'est quelque chose qui est important à dire aujourd'hui. En plus, quand vous êtes interviewé par un journaliste américain, évidemment, c'est un message. J'ai regardé, qui a été énormément suivi. Je ne sais plus combien c'est passé sur Twitter, enfin sur X, des millions de fois. Donc c'est très très suivi. Nous en parlions tout à l'heure. Tout le monde est dans son couloir de nage. Ils avaient besoin, tous les pro-russes avaient besoin d'être alimentés par le tsar. Le tsar délivre sa parole et tout le monde est rassuré en disant tout va bien, la Russie est forte. Par principe, elle ne peut pas être battue. On n'explique pas pourquoi, c'est par principe. Et donc, voilà, quand vous en discutez avec les pro-russes, ils vous disent, de toute façon, la Russie est invincible. C'est évident. Regardez Napoléon, regardez l'Allemagne, la Russie est invincible. Ben, Poutine se place tout à fait dans cette optique-là. On va y réécouter sa réponse sur une possible offensive, par exemple sur la Pologne, emportée par ses ambitions impérialistes. Et écoutez donc la façon dont il répond. Pouvez-vous imaginer un scénario dans lequel vous enverriez des troupes russes en Pologne ? Dans un seul cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucun intérêt en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il ne s'agit que de menaces. Voilà la façon dont l'analysait ce matin dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier, le général Gomard. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est même sa réaction qui tarde. Il ne réagit pas immédiatement à la question. Il fait semblant de réfléchir. Donc, effectivement, on pourrait s'attendre à une telle question, mais une réponse immédiate. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas d'intérêt. Non, il prend le temps de la réflexion. Donc, effectivement, difficile de le croire. De toute façon, il a quand même dit beaucoup de choses qu'il n'a pas faites. Il est difficilement crédible. Même... À commencer par je n'envahirai pas l'Ukraine. Voilà. Alors là, il dit je n'attaquerai pas la Pologne. Mais il est à peu près aussi crédible qu'à ce moment-là. Quand même. D'abord, la Pologne fait partie de l'OTAN, donc il y a le fameux article 5, et donc c'est quand même un message. Et puis il y a quand même une pensée sous-jacente dans toute l'attitude russe sur ces questions, c'est la priorité de ce qu'ils appellent le monde russe, c'est-à-dire là où il y a des russophones, là où il y a des Russes, là où il y a des Slaves. Alors c'est clair que la Lettonie, c'est pas le monde slave, et que la Pologne, c'est le monde slave, mais c'est des Polonais, ils sont catholiques, et ils sont différents, c'est pas des Russes. Donc en fait, ce qu'il dit implicitement, c'est que sa priorité, c'est de rétablir, en fait, l'influence que l'URSS, dans la zone de l'URSS, l'influence de la Russie. Et ça, c'est une constante. Avant la guerre, alors on s'est tous trompés, bien entendu, mais avant l'invasion de l'Ukraine... On s'est tous trompés quand il disait de la même façon qu'il n'envahirait pas l'Ukraine. Non, mais c'est bien de se le rappeler, quand même. C'est bien de se le rappeler, mais il avait quand même donné un avertissement 15 jours avant, puisque quand il a estimé que la réponse à la proposition russe de traité de neutralisation de l'Ukraine faite à l'OTAN et aux États-Unis a reçu une réponse négative. Il a estimé qu'il y avait une réponse négative. Il a dit que la Russie se réservait de recourir à des mesures technico-militaires. C'était 15 jours avant. Là, on n'est sans doute pas 15 jours avant l'invasion de la Pologne. Mais quand il dit « je ne le ferai jamais », c'est vrai que à vie, nous sommes maintenant vaccinés, si vous voulez, par les affirmations péremptoires du président Poutine, et rassurantes. Non, mais tout à fait. Je pense qu'il a son langage, et on sait qu'il ment en permanence. Donc le problème, c'est qu'il cherche à se placer comme quelqu'un de sûr, de fort, de calme, mais qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Alors, étonnant, la façon dont il parle, il renvoie presque dos à dos Trump et Biden dans son interview. Parce qu'il ne fait pas mystère qu'il est pro-Trump, qu'il attend ça avec impatience. Et voilà comment il répond dans cette interview.
Vous venez de me demander si quelque chose changerait si un autre dirigeant arrivait. Ce n'est pas une question de qui est le dirigeant, de la personnalité d'une personne en particulier. Voilà. En fait, ça ne changera rien. Ce n'est pas une question de personne. Donc là, ce côté, je suis au-dessus de ça finalement, ça n'est pas la politique américaine intérieure et extérieure qui changera quoi que ce soit à ma position, c'est strictement faux. Oui, c'est complètement faux, mais évidemment. Et surtout, il essaye de mettre de côté aussi toutes ces accusations. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même tout de même l'enquête Robert Mueller sur l'interférence dans les élections américaines avec Donald Trump. Et c'est aussi ça, c'est pour quelque dire, chose, ça m'est bien égal, sûr, donc je n'interviendrai pas. C'est contrer ce discours-là également. C'est-à-dire que je n'interviendrai pas dans les élections américaines. C'est aussi un message à la population américaine assez clair en disant la Russie n'a rien à voir avec les États-Unis. Sauf que je reviens du New Hampshire, tous les meetings de Trump, il mentionne Vladimir Poutine en disant qu'il allait revenir à la table des négociations en essayant justement de trouver un compromis entre l'Ukraine et la Russie. C'est le discours de Trump dans tous ces meetings, même face à la population américaine. Et là, tout l'intérêt de cette interview, c'est de montrer également à la société américaine, puisque concrètement, c'est un message de propagande autant pour la Russie que pour les États-Unis. Et il répond justement en se montrant comme un partenaire fiable. Il y a une autre partie de l'interview où il parle de l'économie russe en disant que l'économie russe a réussi à surmonter cette guerre et que justement c'est tout le discours de Trump en disant tout ce qui est bon pour le business, on le fera en dépit des relations internationales. Donc pour vous, en passant par Tucker Carlson, il s'adresse au peuple américain. Totalement. Tucker Carlson avait dit grâce à moi, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe en Russie et en particulier depuis 2 ans. Je ne suis pas sûre qu'on comprenne beaucoup mieux. Il y a 30 minutes d'histoire absolument... Oui, il est quasiment pas interrompu d'ailleurs. Les réponses, elles durent 30 en moyenne minutes, entre 15 une et leçon 30 minutes. d'histoire qui dure. On n'imaginerait même pas ça en France, de laisser autant de temps... une réponse durer autant de temps, ça n'existe pas. Voilà, avec sa rhétorique sur le fait que l'Ukraine a toujours été russe, mais ça dure 30 minutes non-stop. À un moment, le journaliste américain dit « Bon, je vous interromps parce que là, vous faites de l'obstruction par votre logorée ». Et finalement, il en conclut « Non, finalement, Poutine était tout à fait sincère, c'était pas de l'obstruction ». Quel est votre avis, Elisabeth ? Mais je pense que... Quand on connaît le personnage de Tucker Carlson, qui n'est plus à l'antenne comme on le sait, il se rattrape aussi, lui, sa popularité est très importante aussi. Donc lui, il joue sur ça. Poutine joue sur le fait qu'il a cette grande audience en ligne et ailleurs. C'est très intéressant, mais c'est pas, il n'est pas à l'antenne comme on serait à l'antenne ici ou même aux États-Unis. Il n'a pas les mêmes contraintes et c'est pas le même jeu. C'est presque, moi j'aurais dit, c'est une vidéo de propagande plus que c'est une vidéo de journaliste qui. Et les Américains vont l'écouter ? Oui. Vous pensez qu'ils vont passer 2 heures devant Poutine ? Les Américains l'écoutent très clairement. Ah, mais très clairement. Il est très populaire. Oui, non, mais ils écoutent Tucker Carlson. Est-ce qu'ils vont écouter la leçon d'histoire de 30 minutes non-stop de Poutine, même si. Parce que c'est, Carlson qui l'écoute en face. Vous pensez que les Américains vont y prêter attention ? Et vous savez ce que répondent... j'ai rencontré des journalistes de Newsmax, par exemple, quand j'étais aux États-Unis. Et quand vous leur dites, est-ce que vous vous considérez comme journaliste, ils vous répondent oui. Et quand on voit un personnage comme Tucker Carlson, et on en parlait juste avant le plateau, qui étaient des journalistes, c'est-à-dire ils étaient à CNN, ils étaient dans des médias totalement corrects, sur CNBC également. Et puis, du jour au lendemain, vrillent et commencent à avoir un discours complotiste, à être sur des chaînes d'un camp ou d'un autre, et puis de complètement avoir leur propre programme pour mettre en avant leur propre vérité. Il y a également le cas de Lara Logan, qui était une grande reporter de CBS, qui, elle aussi, est passée dans un discours totalement propagandiste. Et justement, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que cette légitimité des médias comme CNN et CNBC leur donne une plateforme pouvant, après, avoir leur propre programme. John Kirby, écoutez, le porte-parole de la Maison-Blanche, qui évoque cette interview en disant « Mais les Américains ne seront pas influencés par ça ». Je ne pense pas que le peuple américain se laissera influencer par une seule interview. Et je pense que tous ceux qui regarderont cette interview doivent se souvenir qu'il s'agit de Vladimir Poutine et qu'ils ne doivent pas prendre pour argent comptant ce qu'il a à dire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Général. C'est une interview à l'intention du peuple russe. Oui, à l'intention. Pour asseoir une forme de sérénité 2 ans après. Pardonnez-moi, à l'intention du peuple russe et les pro-russes. Il n'y en a pas qu'en Russie.
Et voilà. Et lorsqu'il parle des deux présidents américains, là, il aide le président Trump. Puisque tout le monde accuse le président Trump d'être en connivence avec Poutine, et lui dit, mais moi, que ce soit Biden ou Trump, il n'y a pas de différence. Donc là, il l'aide en disant, vous voyez, tout ce qu'on dit sur les liens que j'ai avec le président Trump, faux. Moi, les Américains restent les Américains. Donc il l'aide. Parce qu'il ne s'agit pas de convaincre les pro-Poutine. Eux, vous ne les changerez pas. Il s'agit de convaincre ceux qui, à la marge, disent « Oh ben, c'est embêtant quand même parce que Trump est trop en liaison avec Poutine. Poutine lui-même dit qu'il n'y a pas de différence. » Et convaincre aussi ceux qui doutent de l'utilité de fournir des armes à l'Ukraine. Parce que le message essentiel de notre point de vue, c'est ça, arrêtez de livrer des armes à l'Ukraine. De cette façon, vous prolongez la guerre. C'est ça son message aussi qui peut faire mal pour l'Ukraine. D'autant qu'il a annoncé que son objectif n'était pas complètement atteint. C'est-à-dire qu'on le sait, l'objectif c'est d'avoir les oblats, les 4 oblats qui ont été annexés. Or, ils ne sont pas actuellement sous l'occupation russe. Et donc, j'ai encore un effort à fournir. Donc ne m'empêchez pas d'atteindre cet effort. Laissez-moi finir, après on fait la paix. Ça, et après je négocie. Exactement. Voilà, et donc grâce à moi, vous aurez la paix. Exactement. C'est quand même un renversement total des éléments. Je pense que le petit message, surtout suite à ce que disait le ministre allemand et d'autres d'ailleurs en Europe, qu'il allait attaquer l'OTAN, est vraiment destiné aux Américains. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'envoyer plus d'aide, vous inquiétez pas, occupez-vous de chez vous, et comme ça, je ne vais pas attaquer vos alliés, j'ai pas l'intérêt. Et même le président chez vous, il rappelle que l'économie américaine va pas bien, etc. Oui, c'est ça. Ce qui a été dit est important. Je pense que ça s'adresse en fait quand même plutôt aux Américains qu'aux Russes, parce que le discours est habituel. Pour les Russes, ils savent bien, ils sont prêts à négocier. Il y a une élection, hein. Il a besoin de faire venir aussi tout le monde. Il a déjà fait des conférences de presse. On sait qu'il va gagner, mais... Donc on sait qu'il va gagner, on sait que l'économie russe va bien, etc. Donc il a déjà engrangé vis-à-vis de sa propre opinion. Il a éliminé Nadiejnin juste la veille. Donc, voilà, hier formellement. En revanche, effectivement, le message qui consiste à dire aux Américains c'est le moment de lâcher l'Ukraine, moi je suis prêt à négocier, tout va bien, etc. Ça ne s'adresse pas aux Européens. Les Européens, ça sera dans un deuxième temps, quand on voudra leur dire il faut baisser la garde, etc. Et quel genre d'Européens ça s'adresse aux Américains. Ça s'adresse aux Américains. Qui continuent d'essayer pour les démocrates de débloquer l'aide, et c'est toujours pas Et ils n'y arrivent pas. Donc c'est ça le message essentiel. Si je peux me permettre également, par rapport à l'Ukraine, quand vous rencontrez des électeurs de Trump, ils vous disent également, parce qu'on part tous avec un fantasme, les Américains qui votent pour Trump sont contre l'Ukraine. Ce n'est pas le cas. Vous avez beaucoup de chrétiens évangéliques qui disent ce sont nos frères de par la religion et donc on les soutient. Et justement, ce message est adressé à cette frange qui vote pour Trump, qui n'a pas forcément dans son cœur la Russie, mais qui souhaiterait tout de même la paix, avoir un message pacifique. Et donc de dire, eh bien écoutez, si ça c'est résolu, il n'y aura plus de guerre après, c'est un message qui fait écho également à ces électeurs de Trump.